Mais il a fait des énormes bêtises. Le roi, en mourant, sachant, voyant qu'il avait perdu tous ses enfants légitimes, avait fait légitimer ses bâtards. Et Louis XIV avait eu, je ne sais plus combien, 6 ou 7 bâtards, par un double adultère. C'est-à-dire que le roi était marié à la reine, et il avait eu les enfants avec Madame de Montespan, qui était mariée avec Monsieur de Montespan. C'est-à-dire que, dans la France de cette époque-là, un bâtard, ça restait un bâtard, et légitimer des enfants nés d'un double adultère était inadmissible. Mais le roi, Louis XIV, dans son désir d'assurer une dynastie, comme il n'y avait plus qu'un petit enfant, et au moment où il a légitimé ses enfants, ses bâtards, je ne sais pas quel âge avait le futur Louis XV, mais enfin, c'était vraiment, la perpétuation de la dynastie était en cause. Donc, Louis XIV avait légitimé tous ces bâtards et il leur avait fait épouser des princes de sang, de telle sorte que les enfants de ces bâtards soient éventuellement légitimables par le biais de l'alliance. Et il avait imposé des mariages un peu contre nature, il a fait épouser, enfin bon, peu importe, et il avait donné la régence à son neveu en lui disant d'ouvrir la succession au trône à ses bâtards légitimés. Et ça, Philippe ne pouvait pas accepter ça. Personne à la cour ne pouvait l'accepter. Philippe n'en voulait pas. Sa propre mère, je vais vous expliquer. Philippe avait, je sais pas, il devait avoir 26, 27 ans, quand Louis XIV lui avait imposé d'épouser une de ses bâtardes. Et c'était le roi, il avait dit oui, de toute façon s'il avait dit non, on lui aurait forcé quand même. Et le fait qu'il ait dit oui, sa mère est allée le voir et pif, paf, elle lui a retiré, elle lui a balancé une grande paire de claques devant tout le monde en disant ça vous apprendra mon fils, comme s'il avait le choix. C'était impensable d'épouser des bâtards d'un double adultère comme ça, même si c'était le grand roi. Or, ce que Philippe voulait faire, c'était absolument casser le testament du roi, pour que les bâtards ne puissent pas accéder au trône. Et pour casser le testament, il fallait quoi? Il fallait l'appui du Parlement. Donc il est allé voir les juges et il leur dit, est-ce que vous m'aidez? Est-ce que vous acceptez de casser le testament du roi? Oui, ont dit les juges, mais vous nous rendez le droit de remontrance. Ah ben d'accord, ok. 4 jours après la mort du roi, l'accord était passé, il allait rendre les remontrances aux juges. Et là, le royaume s'en est parmi. Et Philippe a rendu le droit de remontrance aux magistrats. Il a libéré tous les jansénistes emprisonnés. Et il a pris au gouvernement le fameux cardinal de Noailles, qui faisait partie de ces prélats qui avaient refusé la bulle Unigenitus. Et ça semble à peu près évident que les magistrats ont dit à Philippe, vous nous rendez le droit de remontrance, vous prenez un janséniste, etc. Et lui, il était indifférent aux questions religieuses. C'était pas du tout un anticlérical. Il n'était pas anti, il était indifférent. Alors, il a la réputation tout à fait justifiée d'avoir été un noceur. C'était un noceur et un buveur. Il passait toutes ses nuits à faire le zouave. Alors, on a raconté qu'il couchait avec sa fille. Je n'ai pas confirmation dans toutes mes sources qu'il ait commis le crime d'inceste avec sa fille. Il a même mis en prison un certain Voltaire qui s'est amusé à raconter la chose. Donc je ne pense pas qu'il ait commis ce crime. Ce que je sais, c'est que vraiment il était porté sur la chose et sur la boisson et qu'il passait toutes ses nuits. Il en est mort, hein, il en est mort. Parce que toutes ces nuits de fiesta et de corrida ne l'ont jamais empêché d'être debout à sa table de travail quand il fallait. Bon, ça vous épuise un homme rapidement, hein. Parce que si vous faites la noce pendant la nuit et que vous travaillez toute la journée, au bout d'un moment la corde se casse et il est mort avant d'avoir atteint les 50 ans. Hein. Et le 12 septembre, c'est-à-dire 11 jours seulement après la mort du roi, a été tenu un lit de justice. Qu'est-ce que c'est qu'un lit de justice? La justice des parlements était une justice de délégation. C'est le roi qui devait la justice au peuple. Mais comme le roi ne pouvait pas être partout, il déléguait son pouvoir de justice aux juges. Donc, en l'absence du roi, les juges jugeaient au nom du roi. Mais quand le roi se déplaçait, c'était lui qui jugeait. Un lit de justice était la possibilité pour le roi de faire passer, de rendre exécutoire immédiatement une décision qui était prise en sa présence. C'était ça le lit de justice. C'est-à-dire que quand le Parlement rechignait à enregistrer une décision royale, le roi se déplaçait et la décision était acceptée immédiatement, avec grande solennité, avec de grand apparat, enfin voilà. Donc le 12 septembre 1715, le petit Louis XV, qui était, paraît-il, joli comme un cœur, j'ai vu des portraits, c'était vraiment un bambin de toute beauté,
qui était mignon comme tout. Il avait une gouvernante qui le tenait en lisière, c'est-à-dire qu'elle le tenait en laisse. On appelait ça une lisière. Il se baladait partout avec sa gouvernante derrière. Enfin, c'était vraiment, t'as été un poupon qui a été, bon, il a pas connu sa maman, le pauvre, ni son père, enfin bon. Mais il a eu une gouvernante, Madame de Ventadour, qui a été une femme de très bonne influence. Côté des hommes, ça a été certainement moins bon comme influence. Donc le petit roi, à 5 ans, il a été mis sur un joli coussin de velours brodé d'or, sous-taché d'or et tout, et il est venu assister à l'empoisonnement de son règne. Parce que ça c'est clair que le lit de justice qui a cassé le testament du roi, rendu le droit de remontrance au Parlement, c'est ce qui allait faire sombrer la royauté. Je vais vous expliquer comment. 4 mois après le lit de justice, dès janvier 1716, alors le lit de justice, vous avez compris, c'est septembre, dès janvier 1716, 18 évêques viennent voir Philippe et lui demandent de les soutenir auprès du pape à qui ils veulent demander des explications sur la bulle. Comme si le pape avait donné des explications. Le pape, il a été clair. La bulle, si vous la lisez, faites comme moi, lisez-la, parce qu'il faut savoir quand même ce qu'il y a dedans, c'est d'une clarté limpide. Mais ça veut dire qu'ils sont pas d'accord, qu'ils veulent pas l'accepter. Et ils disent à Philippe, si vous n'acceptez pas, ou si le pape ne veut pas nous recevoir, on va appeler à un concile national. Ah bon? C'est-à-dire que la France va se séparer du pape. Qu'est-ce que c'est que ça? Philippe dit non. Non. La bulle, c'est la bulle. Elle a été promulguée telle que tout le monde doit l'accepter. Alors ils disent, bon, nous, on n'est pas d'accord. Et ils lancent une campagne pour en appeler à un concile. Les appelants, les jansénistes sont des appelants, c'est-à-dire des gens qui font campagne pour qu'un concile national soit réuni pour remettre en question une décision papale. C'est du schisme, ça, potentiellement. Et dès mars 1716, vous voyez, c'est pas long, hein, le Parlement d'Aix-en-Provence annule le mandement de l'évêque de Toulon qui a refusé d'ordonner des ecclésiastiques schismatiques. Il y a à Toulon des évêques qui disent nous la bulle on ne l'accepte pas, enfin pas des évêques, des prêtres qui disent nous n'acceptons pas la bulle. Leur évêque leur dit vous n'acceptez pas la bulle, vous ne serez pas ordonnés. Le Parlement donne l'ordre à l'évêque de les recevoir. De quel droit? En quoi est-ce que les juges se mêlent de ces choses-là? Et c'est le début d'une longue liste. Après Toulon, Reims, Châlons, enfin, après Aix-en-Provence, Reims, Toulon, Châlons, Marseille, Apt, Orléans, les juges donnent des ordres aux évêques sur des points touchant à la discipline ecclésiastique. De quoi se mêlent-ils? Or, ils sont soutenus depuis 1713, qui est la promulgation de la bulle, par un parti clandestin de résistance et témoignage de la vérité. Port-Royal est la clé de voûte de ce système. Port-Royal a été détruit, mais seulement les pierres de Port-Royal. L'esprit de Port-Royal, c'est nous les jansénistes, les défenseurs de la vérité à l'intérieur de l'Église. Et se crée véritablement un parti janséniste qui, à l'époque de Louis XIV, était quand même relevé de la théologie, d'une vision du monde et des sacrements, et qui, à partir de là, va devenir une puissance politique qui va saper la royauté et l'autorité de l'Église. C'est clairement à ce moment-là que ça se met. Ces gens-là ils sont pas plus d'une soixantaine, mais issus du milieu, si c'est directement la magistrature, en tout cas dans la mouvance immédiate de la magistrature, qui sont les gens les plus riches de France. Tous les beaux châteaux qu'on a en France du XVIIIe siècle sont des châteaux construits pour les magistrats. La magistrature, c'est la richesse, l'opulence. Ils ont une caisse noire qui s'appelle la boîte à Perrette. Le parti janséniste a de l'argent à profusion. Ils échappent à tout contrôle parce qu'ils ont un système, on appelle ça paraît-il fideis commis, je ne connais pas exactement le système, mais qui consiste à faire entrer l'argent dans les caisses par un système de donation de personne à personne jusqu'à ce qu'on ne puisse plus retrouver le donateur premier. Et ils ont une organisation, c'est pas vraiment centralisé, c'est plus une mouvance, hein, il n'y a pas un chef, il n'y a pas mais ils ont des théoriciens, notamment un certain abbé d'Ettemard, c'est pas trop fort là? Non. Un abbé d'Ettemard qui, en 1712, à qui Jésus-Christ en personne s'est adressé à lui pendant qu'il disait la messe. Il a demandé à Dieu pourquoi il avait permis la victoire de ses ennemis, c'est-à-dire la destruction de Port-Royal. Et Jésus-Christ en personne lui a répondu qu'il a voulu jeter un nuage sur les vérités et prouver ses serviteurs. Et ce gars-là, il se promène dans un milieu janséniste en disant Jésus m'a parlé, ah ben c'est bien, vous êtes à Saint-Claude. Je veux dire, vous avez des gens qui gobent. Ils sont pas nombreux, mais ils sont turbulents, ils sont très puissants. Donc, ces jansénistes se disaient prêts au martyr. Ils voulaient absolument un appel au pape, ils ne voulaient pas de la bulle, ils ne voulaient pas de la bulle. Et comme le pape avait dit excommunication pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont dit nous sommes prêts au martyr.
c'est-à-dire que cet esprit de rébellion, c'est là qu'on le trouve. Il disait, la bulle est une épreuve envoyée par Dieu pour éprouver les justes. Nous sommes les justes. Et ils étaient très très peu nombreux, je vous expliquais. Donc très peu nombreux, donc les justes, donc tout le monde a tort. Bon, voilà, je vous explique. Je vous ai expliqué. Le cardinal de Noailles, il avait une caractéristique quand même, c'est qu'il était très sincèrement janséniste. Il voulait très sincèrement refuser la bulle, mais il était très sincèrement catholique quand même. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes de conscience. Et quand on est un cardinal, dire non au pape, c'est pas si simple. Donc, il faiblissait, il se raffermissait, il faiblissait. Chaque fois que le cardinal de Noailles faiblissait, le parti janséniste se précipitait auprès des curés de Paris en leur faisant signer des pétitions, comme quoi il faisait savoir au cardinal que s'il leur imposait la bulle, il désobéirait. C'était la guerre. C'était la guerre. Et ce qu'a fait le parti janséniste auprès du clergé parisien, ça a été vraiment de faire en sorte que aucun accommodement ne puisse être trouvé et qu'on ne puisse pas apaiser la querelle. L'idée était de déclarer une guerre contre la bulle et contre l'autorité ecclésiastique. Le 4 août 1720, alors, le Parlement, donc la bulle n'était toujours pas enregistrée. Elle était reçue par le clergé, mais elle n'était pas enregistrée, elle n'était toujours pas dans le registre du royaume. En juillet 1720, Philippe présente une décision sur un autre sujet, une décision très importante qu'il présente au Parlement pour enregistrer. Et le Parlement dit, nous n'enregistrons pas, vous ne nous avez pas consultés. Et là, Philippe leur dit, consulter? Depuis quand est-ce que je dois vous consulter? Ah, ben, il leur avait donné le droit de remontrance. Et il dit, ça c'est pas possible. Le jeune Louis XV, par l'intermédiaire de Philippe, mais la décision est signée de Louis XV, impose le silence à tout le monde. On arrête. On arrête. Et le Parlement de Paris est déménagé à Pontoise. À quelques kilomètres en dehors de la capitale, il n'y a pas le soutien populaire, il n'y a pas la possibilité de créer du trouble comme il fait à Paris. Il envoie tout le monde à Pontoise en disant « Vous emportez vos dossiers et vous rendrez la justice à Pontoise ». Et c'est une catastrophe pour la population, parce que quand le Parlement déménage, c'est des milliers d'emplois, c'est des milliers d'activités qui se trouvent en difficulté. Au niveau des domestiques, au niveau des commerces, au niveau de tout le monde. Quand le Parlement s'en va, c'est très très dur pour le peuple. C'est pas une décision qu'on prend de gaieté de cœur que d'exiler le Parlement. Alors, les magistrats ont été exilés en recevant une lettre. Vous allez voir comme le roi est un tyran. C'est vrai, tout le monde sait que c'est un tyran. On vous l'a dit en 89. Le roi, par de bonnes considérations, a transféré son Parlement à Pontoise. Il vous ordonne, monsieur, de vous y rendre, pour y rendre la justice et vous défendre de vous assembler ailleurs, à peine de désobéissance et de privation de votre charge, si n'y faites faute. Dieu vous est, monsieur, en sa sainte et digne grâce. Voilà comment faisait le tyran. Les magistrats s'en vont, ils font bonbons, ils emmènent leurs domestiques, et ils emmènent leur cuisine, et ils font, chaque fois qu'ils sont en exil, ils font bonbons, ils reçoivent les gens, en fait, ils narguent le pouvoir royal. Et le 12 août, ils reçoivent des lettres patentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lettre patente? Il y a deux types de lettres émanant du roi. Il y a la lettre patente et la lettre de cachet. L'une est l'inverse de l'autre. La lettre patente, elle est ouverte. Et la lettre de cachet, elle est cachetée. Donc, la lettre patente, c'est la décision ouverte royale, celle qui va être enregistrée. Donc, le 12 août 1720, des lettres patentes déclarent nuls les appels au concile, afin de procéder à l'enregistrement de l'accommodement final de la Constitution Unigenitus qui sera reçu dans tout le royaume. Ça, c'est la prérogative du roi, de dire « j'ordonne, je veux et j'exige que tous les appels au concile sont nuls et non avenus et nous demandons l'enregistrement immédiat de la Constitution, de la bulle Unigenitus ». Enfin, la bulle, c'est le document, la Constitution, c'est ce qu'il y a dedans, de la Constitution Unigenitus qui sera ainsi reçue dans tout le royaume. Et que font les juges de Pontoise? Ils nomment des commissaires pour étudier les lettres patentes. Et ils les corrigent. Ça va pas, ça convient pas. Philippe est hors de lui, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, des remontrances, monseigneur, des remontrances. Il dit, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Il faut absolument, si on veut éviter le schisme, il faut que la décision du pape, puisqu'on est en pays catholique, soit acceptée, reconnue, et reconnue pour tout le monde. Et il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, ils font de l'obstruction.